sur Média 1, merci de nous rester fidèles. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. Façonner un avenir de droit, la liberté d'expression comme moteur pour tous les autres droits de l'homme. Telle était la thématique pour la célébration en 2023 de la journée mondiale consacrée à la liberté de la presse. Une liberté des professionnels de l'information qui est aujourd'hui en danger à travers le monde, ce à cause de la crise de la démocratie restreignant les droits et la désinformation du professionnel de la communication ou de l'information. Quelles conséquences ces entraves à la liberté de la presse au Sénégal et partout en Afrique et dans le monde? Comment efficacement défendre cette liberté et davantage soutenir le journaliste indépendant? Des éléments de réponse en première partie d'émission. Une nouvelle trêve est observée au Soudan du 4 au 11 mai 2023 dans les combats qui opposent l'armée nationale soudanaise aux forces paramilitaires. L'annonce a été faite par le Soudan du Sud à la suite d'un échange du président Salva Kiir et les dirigeants de l'armée nationale. Une trêve assez fragile avec la poursuite des affrontements dans certaines parties du pays. L'ONU a décompté plus de 500 morts et plus de 4600 blessés. Quel impact de ces combats sur les populations civiles et sur le pays? Quelle solution pour une sortie de crise entre l'armée nationale soudanaise et les paramilitaires? Des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités du jour. Ils sont là sur ce plateau. Il s'agit de Omar Apo Mendy, journaliste et spécialiste en géopolitique et relations internationales. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est un plaisir et je profite de l'occasion pour dire bonsoir à tous vos téléspectateurs. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de venir et d'échanger avec vous et à travers vous, les Africains d'ici et de la diaspora. Et un plaisir de vous recevoir, Monsieur Mendy, évidemment, sur ce plateau du débrief. En face de vous, un habitué également de ce plateau, Mamadou Sy Albert, journaliste, analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Régis, c'est toujours avec un plaisir. Merci beaucoup. Nous allons, messieurs, parler de la situation un petit peu aujourd'hui de la presse à travers le monde. La sonnette d'alarme a été évidemment tirée par les organisations internationales. Mon cher Albert, quelle lecture faites-vous de l'état de la liberté de la presse aujourd'hui sur le continent? Disons qu'il y a un recul, hein. Il y a un recul notoire de la liberté de la presse. Là, on sentait la menace venir, mais là, elle s'abat sur un bon nombre de pays, notamment le Sénégal. Le Sénégal a été une vitrine, mais depuis 2000, on a connu deux alternances. La presse a été maltraitée, aussi bien durant la première que la deuxième alternance. Aujourd'hui, on emprisonne, on arrête. Résultat de cette pression psychologique et politique, il y a un recul de la liberté, mais plus grave, je pense, c'est l'autocensure. La presse sénégalaise qui était libre, qui avait des vertus démocratiques, est dans l'autocensure. Les journalistes ont une peur au ventre contre le pouvoir, la justice ne défend plus la presse. Même l'opinion publique ne sent pas la menace sur la liberté. Bon, donc le cas du Sénégal, peut-être qu'il est inquiétant en ce sens que le recul de la liberté de la presse, c'est synonyme d'un recul de la démocratie et d'une mauvaise gouvernance des libertés individuelles. Bon, maintenant, il y a un deuxième cas, peut-être qu'il faut distinguer, c'est que dans le Sahel, il y a des coups d'État qui sont intervenus depuis quelques années. Exactement. Mais là, la liberté est menacée de manière plus grave, hein, parce que c'est des militaires qui ont une notion assez vague de la liberté de la presse. Eux, ils utilisent des méthodes dures. Exactement. Donc là, c'est des militaires, c'est des juntes. C'est même pas des militaires, c'est des jeunes qui s'accaparent d'un pouvoir, qui éliminent la société civile, qui éliminent tout ce qui est démocratie. Et la presse, par exemple, dans un pays comme le Burkina ou au Mali, c'est que les journalistes sont sous un régime dictatorial qui ne tolère pas les dérapages. Alors qu'au Sénégal, une vieille démocratie, bon, les gens jonglent avec la justice, les gens résistent, s'expriment. Mais là-bas, c'est une... En tout cas, dans ces régimes de juntes militaires, la menace elle est plus sérieuse.
hein, parce que ça peut aller jusqu'à la liquidation physique. Bon. Maintenant, il y a une troisième catégorie, il y a des pays africains qui n'ont pas vraiment bougé. Hein, qui n'ont pas bougé. La démocratie, elle est là depuis 2000, mais certains États africains ne sentent pas le besoin de libérer la presse. Ouais. Donc ça veut dire que globalement, si on a avancé au cours des 20 dernières années en matière de démocratie, de liberté, mais depuis 5 à 10 ans, il y a un recul. Ouais. Il y a un recul de la presse. Plus maintenant, comme je disais tout à l'heure, l'autocensure. Les journalistes ne maîtrisent plus leur outil de travail. Parce que les États africains contrôlent les services publics. La presse privée, elle existe, mais elle n'a pas de moyens économiques. Effectivement, on aura l'occasion de revenir sur ce point bien précis, mon cher Albert. Alors, Monsieur Mendy, évidemment, la question, je vous la pose aussi de façon globale un petit peu. Quelle perception avez-vous aujourd'hui un petit peu de la pratique du journalisme sur le continent? Il y a une sonnette d'alarme qui a été tirée par des organismes internationaux. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, la presse africaine et mondiale est en danger? Est-ce qu'on a le sentiment, à l'image de ce que Albert vient de décrire, que la presse est simplement muselée? Oui, il faut relativiser. Il faut relativiser. Autant nous n'avons pas les mêmes défis que les médias occidentaux. La réalité africaine, elle est un peu sociologique, anthropologique, et elle est liée aussi à sa trajectoire. Quand vous prenez par exemple les pays comme la Gambie, où Yahya Jammeh avait régné pendant 22 ans, avait assassiné quand même, plus ou moins en tout cas, les journalistes d'investigation. En Guinée-Bissau, la situation s'est détériorée pendant presque 30 ans. En Guinée voisine, c'est la même chose. En Mauritanie, à un moment donné de l'histoire, en Côte d'Ivoire, lors de la guerre civile. Donc il faut se dire quand même, nous n'avons pas les mêmes réalités que les autres pays. Mais quand même, aujourd'hui, au-delà du recul que nous avons noté, je pense qu'il y a certains pays quand même qui sont en train d'émerger. C'est comme le Maroc, un peu le Ghana, le Nigeria, oui, ça traîne un peu lié à cette guerre contre le terrorisme en Afrique du Sud. Exactement. La Namibie également en train de faire des pas. Les pays comme les Seychelles, les îles du Comore sont en train quand même d'avancer. Maintenant, à côté de ces pays, quand même, il a dit, hein, il y a des pays quand même qui ont connu des guerres où le terrorisme dicte sa loi. C'est les pays du Sahel, comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Là-bas, les dirigeants qui sont là-bas, ils ont un agenda différent des agendas des présidents civils qui sont au pouvoir. Parce qu'un président comme le Mali, il y a une situation particulière. Il faut à tous les niveaux des réponses particulières. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, le constat est que oui, autant il y a des pays qui traînent le pas, mais il y a quand même une avancée dans d'autres pays. Maintenant, pour le cas du Sénégal, et depuis un certain temps, en tout cas, nous avons noté que la liberté de la presse est menacée, et le doyen l'a dit, et parce que tout simplement, c'est ici qu'on voit des médias pro-gouvernement et des médias qui sont pro-opposition, et ce qui pose un énorme problème au regard de l'opinion. Même dans le traitement de l'information. Même dans le traitement de l'information, ouais. Ça se sent. Donc tu vois un média qui traite une information, l'autre média prend le contre-pied, c'est comme si l'information est de la désinformation. Donc ça pose problème, et ça a des conséquences sur la liberté de l'expression. Maintenant, les journalistes indépendants, le cas de Pape Alé Niang est là, le cas de Pape Ndiaye qui court jusqu'à présent en prison, Babacar Touré qui vient de bénéficier d'une liberté provisoire. Quand même, c'est des gens qui ont habitué l'opinion nationale à donner une autre version des faits traités dans les médias. Malheureusement, au regard des enjeux politiques qui se dessinent au Sénégal, l'opinion nationale a cru quand même que l'État du Sénégal est dans une dynamique de les couper, en tout cas, de les museler, pour les empêcher quand même
de pouvoir alerter sur les défis futurs. Ouais, on aura l'occasion, on va revenir sur ce point bien précis. Évidemment, je reste avec vous. Alors, vous avez abordé un point en parlant évidemment des pays de la zone du Sahel. Alors, selon le classique de 2023 de la liberté de la presse, des Reporters sans frontières, en Afrique, l'exercice du journalisme est globalement devenu plus difficile sur le continent, où la situation est désormais qualifiée de difficile dans près de 40% des pays contre 33% en 2022. C'est le cas du Burkina Faso, du Cameroun ou encore de l'Érythrée. En tant que journaliste, quel regard portez-vous sur les violences aujourd'hui, la hausse des violences sur des libertés de la presse? Oui, pour moi, ça ne rime pas avec la démocratie. Ça ne rime pas avec la démocratie. Je pense que ça reflète aussi, comme je l'ai dit, l'histoire récente de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'attaquer à la liberté de l'expression, de la liberté d'expression, la liberté de la presse. Parce qu'aujourd'hui, les journalistes et les médias constituent un peu le quatrième pouvoir partout, que ça soit surtout dans les pays anglophones comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, où on note souvent la séparation du pouvoir. Les médias constituent les contre-pouvoirs. Mais ce qu'il faut noter aujourd'hui, oui, on est en train d'être menacés, ils sont en train de museler les médias et de s'attaquer aux libertés de la presse parce que tout simplement, ça n'arrange pas quelquefois les intérêts du moment. Et quand ça n'arrange pas, tous les moyens sont bons pour eux de museler, de réduire les médias et les journalistes à leur plus simple expression. Et les pays que vous avez cités, il y a quand même de la guerre. On sait qu'au nord du Cameroun, il y a avec la crise anglophone. La crise anglophone qui pèse. Les séparatistes. Donc, les séparatistes. Donc le régime en place peut-être a des intérêts divergents, des intérêts qui n'ont rien à voir en tout cas avec la pratique du journalisme. Mais ce que je voudrais insister, c'est qu'aujourd'hui, restreindre les libertés de la presse, c'est quand même participer à réduire les avancées démocratiques. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui les dirigeants en sont conscients? C'est là la vraie question aussi. Oui, parce que vers les années 90, avec la conférence de Bâle, on avait mis fin au tripatouillage constitutionnel, on avait voulu relancer la démocratie. Et les gens se sont dit, ben, écoute, on ne peut pas relancer la démocratie sans pouvoir armer, préparer les médias. Les médias doivent être des médias démocratiques. Exactement. Ils doivent dire librement leur opinion. Ils doivent, dans le cadre du traitement, de la collecte de l'information, le faire en toute indépendance. Mais si on bloque tout, si on empêche aux médias, aux journalistes d'accéder à certaines informations, si en lieu et place on sort le terme secret de défense, secret professionnel, secret défense nationale, etc., mais on empêche aux journalistes de dire ce qu'il y a, alors que nous sommes les témoins du temps présent. Nous sommes des témoins éclairs. Nous ne sommes pas des militants. Nous n'avons pas les mêmes intérêts que les gouvernements qui sont là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le public. Ce qui nous intéresse, c'est les intérêts supérieurs de la nation. Exactement. On peut ne pas avoir les mêmes intérêts. Donc, si on bloque, on met en avant, on bloque aussi l'avancée de la démocratie. Et ce qui se passe au Sénégal, il a dit, le Sénégal qui était jadis une vitrine démocratique est en train d'être concurrencé par les autres pays comme le Cap-Vert. Là, le Cap-Vert qui s'est séparé avec la Guinée-Bissau, c'était après le coup d'État de 1986. Justement, mon cher Albert, au vu de ce que M. Mendy vient de souligner, est-ce que la pratique du journalisme aujourd'hui sur le continent, voire sur le plan mondial, est risquée aujourd'hui, la pratique en elle-même? Oui, la tendance du durcissement, elle annonce que la gouvernance démocratique, elle est en panne. Que c'est vrai qu'il y a un vent d'alternance, il y a un vent de bonne gouvernance, mais les acteurs politiques africains n'ont pas intégré la liberté de la presse dans la gouvernance. C'est toujours une défiance entre pouvoir et opposition qu'on a. Il n'y a pas une réponse démocratique. Vous regardez les débats, par exemple, à titre d'exemple au Sénégal, la dépénalisation des délits de presse, ben, on est au même point. Ouais. On n'avance pas. Donc c'est la gouvernance politique. Et même au niveau du le nouveau code de la presse, il y a encore des points, des zones d'ombre. Parce qu'on n'a pas intégré la liberté de la presse par les gouvernants, mais les journalistes aussi, ils ont une responsabilité. Ils n'ont pas pris le métier en tant que profession.
que quand vous faites du journalisme, vous voulez arriver à vous accompagner quelqu'un, vous voulez devenir membre du gouvernement ou dans les instances politiques, bon, regardez comment on a discrédité l'image des ténors de la presse sénégalaise en moins de 10 ans. Exactement. Bon. Mais maintenant, si vous le prenez à l'échelle de l'Afrique, je crois que l'État en Afrique n'a pas pris suffisamment en compte le rôle de la presse. Par exemple, comparativement aux pays européens, bon, c'est vrai que l'histoire de la presse européenne, elle est vieille, elle est longue. On a intégré dans les habitudes la presse, dans la gestion de l'État, dans la gestion de l'opinion. La presse, elle a son rôle, elle joue pleinement son rôle en tant qu'acteur démocratique. Mais en Afrique, ce n'est pas le cas. Nous, on n'a pas encore atteint ce niveau de développement, de maturité politique de la presse, je devrais dire. Oui, il y a tout un travail à faire encore voilà, mais malheureusement à ce niveau, aussi, sur le plan économique, ça, il faut percevoir ces difficultés. C'est qu'en Afrique, on n'a pas réellement d'entreprise de presse. Des poids économiques, des poids financiers, des poids culturels, des médias capables d'être un quatrième pouvoir. Ouais, comme disait un doyen, on a des organes de presse qui doivent encore être transformés en entreprises. C'est partie des projets phares du président Macky Sall lorsqu'il était à la tête de l'Union africaine. Absolument. Il avait dit il faut qu'on arrive à avoir quand même un média fort qui reflète vraiment les réalités africaines. Parce qu'on ne peut pas concevoir au XXIe siècle que ce sont les autres qui, et puis, voilà, qui nous disent... il y a toujours un tableau un peu noir, mais un peu reluisant en tout cas, que ces canaux d'information ont tendance parfois à peindre un peu, on va dire, en ce qui concerne le continent. Monsieur Mendy, je reste avec vous. Alors selon vous, comment aujourd'hui travailler davantage au respect des droits, des libertés dans les pays du Sahel? On a parlé un peu de ces pays-là, parfois qui sont confrontés à d'énormes difficultés. Plusieurs journalistes sont kidnappés, d'autres sont malheureusement assassinés. Comment aujourd'hui mieux protéger la pratique, le journaliste dans la zone du Sahel, par exemple? Oui, pour moi, il faut d'abord la solution politique. Il faut que les dirigeants ou les acteurs politiques des pays qui composent le Sahel puissent comprendre quand même l'importance des médias et le pouvoir des médias. Deuxième solution, il faut qu'il appuie davantage les médias africains. Parce que quand les médias sont appuyés financièrement, économiquement, physiquement, ça va faciliter le travail des journalistes. Et ça pourra quand même permettre aux journalistes d'aller dans les zones jadis interdites. Et aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Oui, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, les journalistes d'investigation deviennent des monnaies d'échange lorsqu'ils sont... Ils sont vite manipulés. Troisième solution, à mon avis, c'est qu'on respecte les droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire qu'on est... La démocratie ne se limite pas aux élections simplement. Et c'est ce qui, le plus souvent, les gens se trompent en analysant les pays dits démocratiques comme le Sénégal, les autres pays, on se limite, on a fait une alternance politique, les élections se sont bien déroulées, se sont bien passées, alors qu'à côté, il y a les médias qui souffrent, qui n'ont pas accès à l'information, qui peinent à trouver les bonnes sources et qui, dans l'exercice de leur fonction même, sont brutalisés, violentés, emprisonnés. C'est pas normal. Donc, on doit inclure la démocratie, la liberté de la presse dans les fondamentaux des droits de l'homme. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas au Sénégal et dans les pays du Sahel. Et je pense que les militaires qui sont au pouvoir doivent collaborer avec les médias, doivent comprendre que nous ne sommes pas là pour, disons, les mettre à mal avec l'opinion nationale ou internationale. Exactement. Nous avons un seul intérêt. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les faits, c'est l'information. Eux, ils travaillent. Et quand on collabore, on pourrait donner l'image positive du pays. Mais quand il y a une relation de moi je t'aime, moi non plus, donc ça n'avancera pas les choses. Évidemment. Voilà. Alors, Mamadou Sy Albert, avec l'avènement de l'Internet qui a aussi ouvert de nombreux canaux d'information et d'expression, comment les journalistes pourraient s'adapter afin de relever le défi face à ce qu'on pourrait appeler un nouvel ordre mondial de l'information?
Bon, je crois que le pilier essentiel, c'est la formation. Si vous regardez le paysage africain, bon, il y a une nouvelle génération de journalistes qui émerge. Mais cette nouvelle génération, elle n'est pas suffisamment formée, à mon avis, surtout sur les questions politiques africaines. Les journalistes sont encore cloîtrés dans leur pays. Quand vous prenez le cas du Sénégal, on parle des pays même limitrophes que quand il y a catastrophe. Exactement. Ouais. Que quand il y a catastrophe. Donc on répète la même culture occidentaliste. On parle de l'Afrique que quand il y a conflit. Donc il y a un problème de formation professionnelle, mais il y a aussi une culture africaine qu'il faut, peut-être je dirais même un sentiment panafricaniste que les journalistes à venir, qu'on articule la presse et l'Afrique. C'est-à-dire que le développement ne peut pas se faire à l'intérieur d'un pays. C'est la même chose pour la presse. La presse africaine ne peut pas être nationale. C'est comme nos universités. Il faut qu'on sorte notre horizon de l'intérieur. Qu'on voit l'Afrique, qu'on voit la presse africaine, qu'on voit ce que la presse peut apporter à la démocratie. Exactement. Ça, à mon avis, c'est un élément de perspective. Maintenant, l'autre élément que moi, personnellement, j'ai toujours sous-estimé, c'était l'appui de la presse occidentale. On le voit, par exemple, le Reporters sans frontières a sorti son rapport. Ben, ce rapport éclaire ce qui se passe dans le monde et particulièrement en Afrique. Donc ça, il faudrait que les organisations qui travaillent sur la presse mondiale prêtent beaucoup plus attention à ce qui se passe en Afrique. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de capacité de mobilisation comme les Occidentaux. Faire un rapport annuel. Bon, tout le monde voit le rapport comme un rapport étranger. Exactement. Ouais. Donc nous, il faudrait que ces puissances, je ne sais pas comment l'Union africaine pourrait par exemple développer quelque chose qui permettrait aux journalistes africains de connaître leur propre continent. Parce que quand c'est fait toujours par ces grandes organisations qui défendent la liberté et la presse, on est dominé. Nos propres réalités sont traitées par l'étranger. Donc là, il faut encourager et appuyer financièrement les journalistes africains, qu'ils puissent évaluer la presse, la démocratie, qu'ils puissent faire des rapports mondiaux, mais qu'il y ait un regard de l'Afrique sur l'Afrique. Et c'est le constat général qu'on a aujourd'hui. Tout ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Est fait contre nous. Et ce que j'allais dire d'ailleurs, ben, écoutez, doyen, il y a d'autres médias quand même qui sortent du lot. C'est pas parce que je suis sur le plateau de Medioane TV que je vais faire un discours louangeur, mais quand même, ils s'intéressent au monde, ils s'intéressent à l'Afrique. Ils sont en train de donner l'autre image qui n'est pas souvent relatée dans les autres médias. Quand, je pense c'est ici, quand les journalistes de cette télévision quittent Dakar pour aller à Tanaf, rencontrer un enseignant qui, au-delà des cours, mais a une activité, il prend des pneus, il transforme des pneus, un reportage qui a fait le tour du monde et qui a fait la fierté de toutes les populations de la Casamance. Quand les journalistes d'ici quittent Dakar pour aller dans les autres contrées du Sénégal, dans ces populations lointaines qui n'ont pas accès aux médias, quand même, il faut se dire qu'il y a des organes de presse indépendants, économiquement bien assis, mais qui sont en train quand même de donner l'autre image positive de l'Afrique. Parce que je me dis que le monde, l'Afrique ne s'est pas faite à l'image du monde, mais le monde est fait à l'image du monde de l'Afrique. Et ce que le RFI, par exemple, pour ne pas faire de publicité, mais quand tu vois le traitement qu'ils ont consacré au rapport sorti par cette organisation internationale, mais ils ont mis l'accent sur l'Afrique. Pourquoi ils n'ont pas mis l'accent sur le Moyen-Orient, sur les autres pays? On sait que dans le monde, même au niveau des États-Unis, on dit que c'est un pays démocratique, ils nous vendent de la démocratie, mais elle n'est pas totale aux États-Unis. Mais malheureusement ici, on pense que pour que vous puissiez devenir président, il faut aller dans les médias occidentaux. Pour devenir quelqu'un de très important, il faut communiquer il faut que ouais, je pense que même ce point, ça a été souligné parce qu'on avait reproché un peu à nos dirigeants de tout le temps communiquer. Donc, sur les médias. Aujourd'hui, si on veut exister mondialement, parce que nous n'apportons rien au niveau de la mondialisation, au niveau des échanges, nous apportons peu. Si on veut exister, je pense qu'on doit investir sur les médias. Si on a des grands groupes de presse, je pense que ce problème-là n'aura pas lieu.
parce que là, c'est le monde qui va continuer à s'intéresser à l'Afrique, mais on ne parlera pas l'Afrique des guerres, l'Afrique des libertés restreintes, l'Afrique des violences. On mettra l'accent sur les innovations, sur l'avancée technologique. Une autre image de l'Afrique, celle qui bouge, voilà, effectivement, et dans le bon sens. Et celle qui crée, celle qui innove. Mais aujourd'hui, l'Afrique qu'on est en train de montrer dans le monde, c'est une Afrique qui commande. Et justement, c'est l'occasion pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie du débrief. À tout de suite. De retour sur le plateau du débrief pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons à présent nous intéresser à la situation au Soudan. Alors, quelle lecture, Monsieur Mendy, faites-vous de la situation qui prévaut au Soudan avec les combats qui font rage entre armée nationale soudanaise et les paramilitaires? Oui, c'est quand même regrettable ce qui se passe au Soudan actuellement. Pour un pays de 45 millions d'habitants, plus de 1 million de kilomètres carrés de superficie, un pays qui regorge énormément de potentialités agricoles et des ressources minières, troisième pays le plus grand en Afrique après l'Algérie et la République démocratique du Congo. Oui, pour un pays qui a connu quand même des instabilités politiques, qu'on en arrive là aujourd'hui. Donc je me dis, à quoi sert de renverser le pouvoir d'El-Bachir si on sait qu'on ne va pas s'entendre, on ne va pas trouver un consensus, on ne va pas s'entendre sur les termes pour relancer l'économie du pays. Le paradoxe soudanais, c'est que c'est l'un des pays les plus riches en matière première, mais l'un aussi des pays les plus pauvres au monde. Exactement. Donc on s'est dit, c'est des intérêts divergents et qui ont poussé les deux militaires à s'affronter au détriment des populations. Ouais, qui sont Afrique, les populations payent les pots qu'elles n'ont pas cassés le plus souvent. Et c'est ce qui arrive. Donc aujourd'hui, la situation est déplorable. Mais derrière cette guerre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a souvent des mémises. Parce que le Soudan, quand même, au-delà de son état, au-delà de la pauvreté, mais c'est un pays stratégique. Et les autres, cette mémise s'intéresse à ce qui se passe, à ce don inné qui est l'arachide, qui est la terre, qui est la gomme arabique, qui intéresse le monde entier. Donc, si les intérêts de la mémise, bon, je dis les deux mémises sont menacées, donc elles peuvent armer un des camps, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ça voudrait dire qu'aujourd'hui, le Soudan s'est transformé en théâtre d'une guerre de puissance? Oui, à une guerre de puissance. Et ça, la réalité, entre la Russie et les États-Unis et les pays alliés. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a eu un renversement du pouvoir en 2019. Les civils sont venus en octobre 2021. Les deux militaires qui ne s'aimaient pas, d'ailleurs, ils ne s'aimaient pas, mais ils étaient obligés de s'asseoir parce que l'autre a l'armée nationale, l'autre a les milices qui avaient participé aux guerres du Darfour et qui avaient trouvé un consensus avec le président El-Bachir pour exploiter un peu certaines provinces. Ils sont tombés d'accord pour renverser le pouvoir des civils. Ils ont renversé le pouvoir. 2 ans après, ils sont en train de négocier comment intégrer certaines milices dans l'armée régulière. Et ils n'ont pas trouvé de consensus sur les termes de référence. Et ça a déclenché. Et ça a déclenché au Soudan. Il faut le dire, depuis 1956 jusqu'à nos jours, les violences n'ont jamais atteint, en tout cas, cette proportion aujourd'hui. Oui, parce qu'on parle de près de 500 morts et 4000 blessés. Doyen Albert, on a parlé évidemment de la situation au Soudan. Le cessez-le-feu, en tout cas, s'est multiplié. Et malgré justement ces cessez-le-feu et trêves observées, les violences n'ont pas vraiment, on va dire, cessé à Khartoum et dans d'autres régions du Soudan. Chaque camp accuse l'autre de ces violations de cessez-le-feu. Ces violences notées dans le pays, est-ce juste le résultat d'une rivalité et d'une lutte de pouvoir au sein de la direction militaire du pays, ou bien il y a une autre explication à cette rivalité?
Non, je crois qu'il y a plusieurs explications qu'on peut donner. La première, c'est cette rivalité que vous avez soulignée entre deux généraux qui se sont entendus pour évincer les civils de la gestion du pays, maintenant qui ne s'accordent plus. Hein. C'est par rapport, par exemple, à l'intégration des hommes de Merdi qu'il y a un blocage. Est-ce qu'il faut les intégrer dans une durée de 2 ans ou de 10 ans? Comment les intégrer? Comment les associer? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Quelle va être la carrière? Donc ça, c'est peut-être la source première. Mais la question de fond, c'est le pouvoir. L'autre est président, l'autre est vice-président. Apparemment, ils ont des ambitions contradictoires. Chacun d'eux veut gérer le pouvoir. Donc ça, c'est l'origine immédiate qu'on peut voir qu'il y a un conflit entre les deux hommes. Bon, maintenant, c'est vrai aussi, il ne faut pas occulter la réalité soudanaise. Le Soudan a toujours été déchiré par des conflits liés à la terre, liés à l'eau, par les conflits religieux, par une mauvaise gouvernance de l'État du Soudan. Donc c'est tout ça qui s'accumule et les deux généraux, ils n'ont pas l'ambition d'être dans une période de transition. Ils n'ont pas géré du tout une transition. Ce qui fait que, le militaire président, il veut garder le pouvoir, mais celui qui est vice-président, qui a des milices, qui est armé, qui est soutenu, il a à peu près le même nombre d'hommes. C'est ça le danger. L'autre, il a 100 000, l'autre, il a 70 000. Et puis les milices n'ont pas des traditions de l'armée républicaine. C'est des pires, c'est des gens violents, c'est des gens qui n'ont pas été éduqués. Mais Doyen Albert, est-ce qu'il y a vraiment une volonté de la part de ces deux camps de trouver une solution commune? Parce qu'on a l'impression qu'en fait, on trouve un consensus aujourd'hui, demain il est violé et chacun s'accuse un petit peu de dire écoutez, c'est l'autre camp qui a commencé, nous on ne fait que réagir. Est-ce que concrètement, il y a une volonté de la part de ces deux partis de trouver un consensus pour épargner, on va dire, le peuple soudanais? Comme le doyen l'a dit, chacun d'eux veut conserver ses intérêts. Ouais. Oui, Daglo veut dire, oui, je suis pour la paix, pour le cessez-le-feu, pour l'intérêt général de la nation, mais je dois continuer à piller mes ressources. Je dois continuer à signer les partenariats avec les puissances étrangères. Est-ce que ça veut dire que le Soudan n'est pas sorti de l'auberge? Non, c'est pas pour aujourd'hui. Même si on signe un cessez-le-feu, mais c'est pour un temps bien déterminé. Ça ne va pas durer. Parce que autant si Daglo ou le président sent que ses intérêts sont menacés, il va lancer les hostilités. Si l'autre aussi, et de l'autre côté, sent que ses intérêts sont menacés par le président et ses hommes, il va lancer les hostilités. Mais après c'est pour appeler la communauté internationale à appeler les deux hommes, comme le Soudan du Sud l'a fait, appeler les deux hommes au calme, et puis il va dire à l'autre, reste de ton côté, laisse-le dérouler. C'est comme ça. Je pense que jusqu'à présent, ils n'ont pas touché le vrai problème. Exactement. Le vrai problème, c'est-à-dire, pour moi, Doyen l'a abordé, intégrer totalement les milices dans l'armée régulière. Les former pour que ces milices-là deviennent des militaires républicains. Et forcément, ce n'est pas des Soudanais, parce qu'après, ils ont participé à plusieurs guerres, à plusieurs mouvements. Donc forcément, ils ne sont pas des Soudanais, c'est des gens qu'on paye. Mais les intégrer et les inculquer les valeurs soudanaises, c'est ça le problème. Maintenant, le président en place doit pouvoir mettre en avant l'intelligence sociale et l'intelligence, mettre de côté l'intelligence émotionnelle dans le cadre de la gestion du pays. Parce que le gars, il est bien armé, le gars, il était pro-El-Bachir et l'idéologie pro-Bachir est toujours là, est toujours présente. Exactement. Et c'est ce qu'on avait accusé aux civils qui étaient au pouvoir. On parle également vous avez utilisé une expression en parlant de pot cassé, en l'occurrence en faisant référence à la population soudanaise. Doyen Albert, quelle place aujourd'hui de la population soudanaise on va dire dans ce conflit qui malheureusement retombe un peu sur cette population-là? Bon, je crois pour les populations, c'est dur de le dire, mais les deux généraux, ce n'est pas leur préoccupation. Hein. Honnêtement, voilà l'esprit, voilà là où peut mener l'esprit militaire autoritariste.
Ils gèrent que leurs intérêts, que ce soit l'armée régulière, que ce soit les forces de soutien rapide. Ils ne cherchent pas. Si vous regardez le tollé général, qu'aujourd'hui, il y a des morts, il y a des blessés, les populations sont en train de fuir. Exactement. Donc la militarisation du Soudan, ça va déboucher sur une guerre interreligieuse ou interethnique. On est parti pour ça. Malheureusement, les populations ne sont pas préparées à ce type de conflit. Si vous regardez depuis bientôt un mois, on n'entend que les deux généraux. C'est comme s'il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de leader d'opinion, il n'y a pas la société civile. Société civile. Ouais. Donc, ils ont réussi à écarter tous ces acteurs de la crise. Ouais. Ce qui fait que, pour moi, espérons qu'ils acceptent le cessez-le-feu de manière durable. C'est-à-dire qu'ils puissent s'asseoir pour se dire que la question de l'intégration des partisans de MD, il faut trouver, même sur 1 an, sur 2 ans, que l'ONU accompagne l'intégration qu'on ait une armée unique, avec un seul commandement, avec des plans de carrière. C'est la gestion du conflit entre les deux. Mais il faut avoir une transition. C'est que le Soudan ne peut pas vivre avec des populations qui s'éparpillent aux 4 coins du monde. Ah ouais, malheureusement, c'est le cas en ce moment. C'est le phénomène le plus marquant de l'histoire du Soudan. C'est des populations qui sortent, qui vont ailleurs, qui vont s'installer ailleurs. Mais qu'est-ce que ça va donner dans 10 ou 20 ans? On aura un pays où peut-être l'essentiel des populations vont vivre à l'extérieur des frontières. Et ça, c'est un problème quand même sérieux que les Nations Unies doivent envisager une période de transition. Bon, évidemment, il y a le cas de Bachir. Hein, parce que c'est sûr que si lui, il ne sort pas, si on ne l'associe pas au processus de réconciliation nationale, mais la question restera entière. Ça reste l'un des facteurs clés. En tout cas, on va dire un facteur qu'on peut utiliser, exploiter. Je pense qu'il pourrait jouer un rôle important. Il pourrait jouer un rôle important. Parce qu'il a travaillé avec tous ces gens-là, tous ces 2 généraux, Al-Bourhan et c'était mais est-ce qu'il est armé de cette volonté-là? Oui, il peut, à condition. Vous savez, un président qui a dirigé un pays d'une main de fer pendant des années quand même s'il n'est pas là, il peut avoir toujours des gens qui lui sont fidèles. Et la preuve, les civils qui étaient au pouvoir après sa chute en 2019, c'était des gens qui étaient proches de lui. Par exemple, tu parlais des populations. Par exemple, la question des sudistes, ça remonte loin. C'est depuis qu'ils ont mis en place une réforme administrative qui a divisé le sud en provinces. Oui, les sudistes n'étaient pas d'accord. Et c'est vrai, parce qu'il n'y a pas eu une consultation également. Oui, la charia, c'est pareil. Ça a créé un climat. Donc, il y a des questions qui rattrapent les 2 généraux. Ils pensent que c'est un problème militaire. Ce n'est pas du tout un problème militaire. C'est un problème politique, c'est un problème de gouvernance. Maintenant, est-ce que l'Union africaine, je pense, l'Union africaine est mieux placée que l'ONU pour essayer d'approcher les deux? L'Union africaine n'a jamais réglé un problème en Afrique. Il faut... Oui, mais malheureusement, c'est à l'Union africaine de trouver... Les 2 généraux n'ont pas écouté l'ONU qui a dit hier d'ailleurs qu'elle regrette de ne pas pouvoir... elle aurait dû éviter quand même cette guerre. Oui, parce que moi, la question que je veux savoir, c'est comment vous avez accueilli cet aveu de faiblesse, on va dire un peu de l'Union. C'est toujours comme ça, parce que moi, j'avais dit à l'époque au CEDES qu'il faut réformer l'ONU. Parce que la guerre au Soudan, il faut comprendre le fonctionnement du Conseil de sécurité. Même la Russie n'a pas intérêt qu'il y ait guerre au Soudan. Parce que le Soudan est devenu aujourd'hui l'allié numéro 1 de la Russie. Et le Soudan fait partie des pays africains qui avaient reconnu dès les premières heures la Crimée, l'annexion de la Crimée. Mais aujourd'hui, les États-Unis et les alliés, et les États-Unis et ses alliés, quand même, sont du côté du pouvoir. Je pense qu'aujourd'hui, la guerre froide internationale, je veux dire, des puissances, ne doit pas se refléter en Afrique. L'Afrique a une autre réalité. Exactement. Ils doivent mettre de côté leurs divergences idéologiques et politiques
de l'autre côté, et aider l'Afrique à aller de l'avant. Parce que le plus souvent, c'est des guerres interposées. C'est la continuité des rivalités idéologiques et politiques des grandes puissances qui se passent en Afrique. Parce que Daglo, s'il n'a pas le soutien de la Russie ou des autres puissances, mais n'ose pas s'attaquer à l'armée régulière. Mais c'est parce qu'il sait, de l'autre côté, forcément l'ONU et l'Union africaine vont appeler, comme d'habitude, la situation va se gérer. Non, on regrette, on condamne, on va se mettre à condamner. Et depuis lors, on a parlé du forum, lors des dernières éditions du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. Il faut une véritable armée africaine. Et c'est sur ces questions qu'on attend les dirigeants africains, comme celle qui se passe au Soudan. Je pense qu'aujourd'hui, il faut, au-delà de condamner, il faut à un moment donné réprimer. C'est-à-dire qu'il faut des sanctions fortes. Exactement. Parce qu'on ne peut pas continuer, depuis 1956, à perturber la quiétude des populations. Elle est victime. Aujourd'hui, on peine même à acheminer l'aide humanitaire. Ouais. Et en parlant de cette population, doyen Albert, le conflit soudanais porte sur le contrôle d'installations clés. Vous l'avez également souligné. Il se déroule en grande partie dans des zones urbaines et les civils en sont les victimes. On l'a encore souligné sur ce plateau. Est-ce que quelque part ces civils ne se retrouvent pas un peu piégés? Mais oui, ils ne sont pas armés. Les civils, par essence, ils ne sont pas armés. Ils ne sont pas préparés aussi à ce type de guerre. Par exemple, la capitale. La guerre, aujourd'hui, elle se mène dans la capitale. Ouais. Et les deux forces militaires, chacun occupe une position géographique. Donc, les populations sont à la limite prisonnières parce qu'il n'y a aucune activité économique, il n'y a aucune possibilité de mobilité. Donc, ces populations sont des otages de la guerre. Et moi, ma crainte, c'est, je crois que les milices risquent encore de réprimer davantage les populations. Parce que l'armée régulière, peut-être qu'elle a encore un esprit républicain, elle n'est pas sauvage. Mais la milice, elle est sauvage par essence. Et ça peut mener, justement, à amplifier le départ massif des populations. Parce que quand vous êtes désarmé, vous n'avez aucune protection de l'État, les militaires républicains, ils ne s'occupent même pas de la sécurité des populations. Les populations n'ont qu'une arme, c'est de fuir. C'est vrai. Et même pour fuir, il faut avoir de l'intelligence pour connaître les positionnements, il faut être guidé. C'est un traumatisme que ça va créer au niveau des populations. Et je pense que quand même l'ONU ou l'Union africaine devrait attirer l'attention de ces deux généraux. Parce qu'ils sont en train de sacrifier des populations pour des intérêts personnels. C'est des intérêts de pouvoir. Et je crois qu'à ce niveau-là, je ne sais pas... Et géopolitique. Oui. Maintenant, le côté géopolitique, c'est malheureux. C'est ce qui se passe entre les États-Unis et la Russie en Ukraine. C'est ça qui risque de se passer au Soudan. Ça se passe déjà. Parce que les États-Unis veulent mettre... c'est malheureusement... La Russie veut mettre une base militaire. Parce que le Soudan est traversé par la mer Rouge. Oui, et vous l'avez souligné, on parle d'une zone stratégique. Et je reste avec vous, mon cher Mendy. Alors, la plupart des pays partenaires ont fait évacuer leurs ressortissants basés au Soudan face à la montée, évidemment, des tensions dans le pays. Mais selon vous, quel rôle doivent jouer les partenaires internationaux? Vous l'avez également un petit peu souligné, que ce soit encore les Nations Unies aujourd'hui, à la situation à la situation en ce moment au Soudan. Mais en ce qui concerne, évidemment, on voit que beaucoup de pays ont décidé de rapatrier et d'évacuer les ressortissants. Est-ce que les pays frères, les frontaliers peuvent jouer un rôle de, on va dire, des médiateurs? Oui, l'Égypte est en train quand même de faire des efforts. Mais il faut comprendre, tous les pays qui entourent le Soudan, c'est des pays qui ont connu la guerre. Exactement. Le Tchad, la Centrafrique, l'Égypte, à un moment donné, avec le soulèvement populaire. Mais c'est des intérêts. À côté, vous avez la mer Rouge. À côté, vous avez beaucoup de pays qui ont quand même connu des guerres. Je pense qu'ils ont tous des répondants dans ces pays limitrophes. Autant l'Égypte
est un peu favorable au président, autant le Tchad aussi est un peu favorable à Daglo. Donc du coup, chaque pays a des intérêts. Chaque pays tire son épingle du jeu. C'est ça aussi les intérêts, les relations diplomatiques, géopolitiques et géostratégiques. Ouais. Ouais, devant les médias, on se dit, bon, il faut la paix, mais à l'intérieur, dans les salons meublés, ben, on se dit les choses clairement. Moi, je t'aide, mais il faut aussi me donner ça. Malheureusement, ce sont ces intérêts, ces relations qui se passent en Afrique. Certains observateurs s'accordent à dire qu'en fait, aujourd'hui, certains pays profitent justement de la situation au Soudan pour exiger... Oui, mais pour exiger, c'est ça les intérêts. Mais aujourd'hui, le Tchad ou la Centrafrique peuvent aider ces pays-là à retrouver la paix, peuvent dialoguer. Je vois mal que c'est le Soudan qui s'est battu pour prendre son indépendance, qui appelle les deux généraux. Vous voyez les intérêts. Qui appelle les deux généraux pour cesser toute violence. Donc, à mon avis, oui, l'Égypte doit jouer un rôle important. Le Tchad, quand même, qui est une des pays... Non, le pays est plutôt disposé à recevoir les deux hommes et à échanger. Oui, je pense que le Tchad peut jouer un rôle. Ouais. Parce que militairement, le Tchad est en train de donner un bon exemple en Afrique. Je pense que le président tchadien, quand même, peut appeler les deux généraux, puisque là-bas aussi, c'est les militaires qui sont là-bas, leur montrer, exemple, leur dire aujourd'hui, écoutez, mettons en avant l'intérêt du Soudan, et puis on va vous aider à construire. Mais tant qu'il y a les puissances étrangères, c'est-à-dire la Russie et les États-Unis et ses alliés, n'ont pas joué franc jeu, je vois mal que les pays limitrophes puissent vraiment... participer quand même à un dénouement heureux de ce conflit. Et il faut de la sincérité dans les relations, il faut de l'honnêteté dans les relations, mais il faut également que les puissances étrangères se disent que le Soudan a besoin de la quiétude, de la paix pour se reconstruire. Mais tant que elles sont là en train de mettre en avant leurs intérêts géopolitiques, leurs intérêts géostratégiques. La paix n'est pas pour demain. On va, comme ce qui se passe ailleurs, c'est des paix masquées, c'est des paix fragiles. Ouais, des périodes d'accalmie, tout simplement. Mais ce n'est pas la paix durable et véritable qu'on souhaite, évidemment, pour ces pays en guerre. Doyen Albert, on parle évidemment, notre ami Mendy vient de le souligner, sur la présence étrangère, cette mainmise des forces étrangères sur le continent. Est-ce que ça sous-entend qu'aujourd'hui, si on doit devoir régler nos problèmes, il faudrait qu'on associe l'Occident, on associe ces puissances étrangères. Ça donne à penser qu'en fait, en Afrique, nous ne sommes pas capables de résoudre nos problèmes. Non, c'est clair que l'influence étrangère pèse sur la guerre. Bon, derrière chaque général, il y a un grand pays, que ce soit les États-Unis ou la Russie, comme il l'a dit. Il y a aussi les Occidentaux qui se positionnent dans la zone. Ce qui fait que l'influence étrangère pèse dans l'armement. Elle pèse également dans le contrôle des ressources du Soudan. Elle pèse aussi dans les solutions. Parce que suivant que vous soutenez l'un ou l'autre, vous voudrez que le général reste près du président ou que le général soit assassiné par l'autre. Donc il y a des conflits d'intérêts. Les Nations Unies, normalement, c'est ça le rôle des Nations Unies. Qu'il y a une crise, il y a des conflits, il y a des intérêts, il y a des acteurs. Mais l'ONU, c'est ça son rôle. C'est de gérer des conflits. Mais malheureusement, l'ONU est impuissante. Quand vous avez les États-Unis d'un côté et la Russie de l'autre côté, par expérience, on a vu qu'aucun de ces deux pays ne respecte le droit international. Chacun agit en fonction de ses intérêts. Et l'ONU, donc, sera handicapée par cette division d'approche entre Américains et Russes. Maintenant, de l'autre côté, l'Afrique. L'Afrique n'a pas de poids au niveau des Nations Unies. On ne siège même pas au Conseil de sécurité. Exactement. Là où on décide. Donc, l'Afrique, elle est clouée au bec au niveau de la tribune internationale. Mais même maintenant, sur le terrain, on l'a dit tout à l'heure, il a évoqué le Tchad.
Mais le Tchad ne peut pas intervenir militairement à l'état actuel. Exactement. Ouais. Elle ne peut pas. C'est comme l'Égypte, c'est comme le Saoudien. Donc il faut qu'il y ait quand même un parapluie de l'Union africaine. Il faut que l'Union africaine puisse prendre une initiative qui soit cautionnée par l'ONU. Et malheureusement, au niveau de l'Union africaine, bon, ça commence quand même à faire trop. L'Union africaine n'a géré aucun conflit. Ouais, c'est ce que M. Mendy l'a souligné. Et je pense que même l'aveu de faiblesse, ça a été un biais... Maintenant, il y a une autre solution qu'il ne faut pas écarter, c'est que c'est vrai que ça risque de durer. Mais le général le plus fort, c'est lui qui va gagner. Il va contrôler le pays. Ça aussi, les puissances internationales, elles misent sur ça. Et l'autre camp ne peut pas accepter. Le général des forces de soutien rapide avait déclaré à l'époque qu'il a pris le contrôle du palais et de l'aéroport international. Donc il joue même sur la géopolitique médiatique pour dire, regarde, non, je suis le plus fort, c'est le président en place qui doit venir négocier, etc. etc. Donc c'est en train de jouer. Maintenant, après, ça sera une guerre, une guerre par médias interposés, donc, où chacun va essayer d'avoir ses médias, ses journalistes, ses correspondants, voilà, et qui vont relayer l'information au niveau international. Daglo à la Russie, les autres ont l'Occident et un peu... Mais pour moi, l'Union africaine doit réagir. Ouais. Doit réagir. Et le plus tôt possible. Parce que c'était prévisible. Depuis qu'ils avaient commencé les négociations, tous les observateurs qui sont en Russie, même certains correspondants des médias internationaux, avaient alerté. C'était des violences, c'était prévisible. Les signes étaient au rouge. Donc l'Union africaine, le plus souvent, attend jusqu'à l'éclatement des choses pour pouvoir réagir. Et c'est ce qui malheureusement complique un peu la tâche dans certains pays en guerre. Mais la Ligue arabe aussi peut jouer un rôle. Exactement. Moi, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Le Maroc pourrait jouer un rôle important. Et puis les pays comme l'Arabie Saoudite ou les États-Unis qui n'étaient pas en bon terme avec le Soudan. Mais dans le cadre de la guerre que le Soudan avait pris part aux côtés de l'Arabie Saoudite, ils ont inclus le Soudan dans le programme diplomatique. Je pense que... Exactement. Malheureusement, je suis obligé de vous interrompre, mon cher Mendy. Je rappelle que vous êtes Omar Apo Mendy, journaliste spécialiste en géopolitique et relations internationales. Merci d'avoir répondu à l'invitation du débrief. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous, avec le doyen Albert. Et plaisir partagé en face de vous, évidemment, Mamadou Sy Albert, journaliste, analyste politique. Merci d'avoir répondu à l'invitation du débrief. Merci. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. On se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres sujets liés à l'actualité sur le continent. D'ici là, bonne suite des programmes sur nos antennes.